Voici l'interview politique de la matinale. Notre invité Alain Marceau. Bonjour Monsieur Marceau. Bonjour Wendy. Député Les Républicains des Français de l'étranger, ancien procureur antiterroriste. Après 4 mois de cavale, voici donc l'ennemi public numéro 1 en Europe, bouclé et capturé, pour reprendre les grands titres de la presse ce matin. Doit-on cette arrestation à l'état d'urgence, très clairement? C'est la fin d'une histoire déjà, le début d'une autre. Est-ce que l'état d'urgence déclaré en France, décidé en France, a eu des conséquences sur cette opération? Non, certainement pas. Je crois que c'est une opération purement belge avec la participation de conseillers, entre guillemets, français, d'assistants français, qui ont permis finalement, au bout de 4 mois, je dis bien 4 mois, de mettre fin à ce périple absolument épouvantable. Ça en était d'ailleurs grotesque, si vous voulez, ce garçon ayant été raté à plusieurs reprises, qui a pu finalement continuer à vaquer entre Forest, Molenbeek et quelques autres quartiers de Bruxelles. C'est véritablement étonnant quand même que un pays comme la Belgique ait pu avoir un tel échec et agir avec une telle naïveté. Heureusement, je crois que nos conseillers français ont mis un peu d'ordre, ont essayé de mettre un tout petit peu d'ordre dans le grand désordre qui régnait sur cette partie de la Belgique. Il y a déjà eu des arrestations, c'est ce qu'a rappelé hier François Hollande et le Premier ministre belge. Il y en aura d'autres encore, mais que doit-on et que peut-on attendre de celle-ci en particulier, Alain Marceau? Et tout d'abord, un soulagement pour les victimes, les familles des victimes, et Dieu sait qu'on y pense, nous les avons eues toutes de temps en temps en face de nous pour pouvoir partager cette émotion avec elle. Et une fois qu'on a dit cela, que va-t-il se passer? Eh bien d'abord, il va sortir de l'hôpital. Il va sortir de l'hôpital car jusqu'ici, aucune audition ne peut se dérouler puisqu'il est actuellement entre les mains entre guillemets, des médecins ou infirmiers. Donc l'audition ne peut se poursuivre débuter qu'à partir du moment où il est dans un système de garde à vue, dans un service de police ou de renseignement. Est-ce qu'il parlera, est-ce qu'il ne parlera pas? Je ne sais pas. Il sera d'abord interrogé par les policiers belges avant son extradition. Et uniquement par les policiers belges. Les policiers français n'ont pas la possibilité d'opérer en territoire belge. Alors ensuite, il va se passer ce que vous avez appelé ici sur votre antenne une extradition. C'est pas tout à fait ça. En réalité, c'est la délivrance d'un mandat d'arrêt européen. Parce que depuis quelques années, nous avons la capacité d'obtenir directement du pays arrêtant la mise à disposition de l'intéressé sur notre propre territoire. Mais là, va peut-être se poser une question, et je crois qu'il faut l'évoquer tout de suite. À mon avis, je crois savoir qu'il doit avoir une double nationalité. La nationalité française, c'est sûr, il l'a. Il est né en Par ses parents. Belgique. Il est né en Belgique, il n'est pas exclu qu'il ait aussi la nationalité belge. Donc va se poser le problème de l'interprétation de l'extradition éventuelle, à savoir qu'un pays n'extrade pas ses propres sortissants. Et donc la question risque de se poser pour le gouvernement belge. Est-ce que le gouvernement belge peut extrader cet individu au profit des autorités françaises? Et la question n'est pas forcément résolue. Quand on dit que tout cela va être réglé dans 15 jours, je le souhaite à titre personnel et ça permettrait à nos magistrats de commencer à travailler, Oui. ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. En tout état de cause, il ne passera pas par les mains de nos services de renseignement, on peut le regretter, puisqu'il aura été mis en détention, en examen, si je puis dire, par les autorités belges pour les délits qu'il a commis en Belgique, ce qui veut dire qu'il va arriver chez nous directement devant les juges d'instruction, sans passer par la case garde à vue de nos services de renseignement. Il est à craindre effectivement qu'on ne puisse pas tirer de tout cela tout ce qu'on aurait voulu obtenir en termes de renseignement. Je vous interromps juste un instant parce qu'à l'heure où vous parlez, à la minute où vous parlez, le bourgmestre de Bruxelles confirme qu'il est sorti Salah Abdeslam du CHU de Bruxelles où il était hospitalisé pour être entendu donc par la police belge. Bien Voilà, sûr. première étape de ce processus. Est-ce qu'on pourra, une fois qu'il arrivera en France, devant ces magistrats, devant cette cour d'assises spéciale, est-ce qu'on pourra accélérer le procès parce qu'on a compris que l'instruction sera longue, probablement 1 ou 2 ans, donc avant la tenue d'un procès. On ne pourra pas aller Non, plus vite? je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je me suis entretenu avec mes collègues, mes anciens collègues, juges d'instruction, d'abord qui sont au nombre de 6. Il faut savoir qu'il y a 6 juges d'instruction en charge de ces événements, de ces drames et de ces assassinats. Il y a pratiquement une demi-tonne, sinon un peu plus, de scellés à examiner. Chaque scellé concernant un blessé, une personne décédée, etc., qui sont déjà moyennement identifiés, si je puis dire. Je ne pense pas que l'on puisse avoir un réel procès devant la cour d'assises terroriste avant, allez, je vais dire, 2020. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver. C'est effectivement le délai. Regardez Mera, le frère Mera, comparé maintenant, après Absolument. 4 ans après les événements, Absolument. et pour des faits qui ne sont pas d'une aussi grande gravité. Salah Abdeslam a été arrêté hier avec un complice, avec 3 membres de la famille qui l'hébergeaient. Arrestation à Molenbeek, et Catherine refaisait le portrait de ce quartier populaire qui est un repère de djihadistes, un nœud de vipères. Vous comptez vous rendre dans cette banlieue, dans cette commune de Bruxelles avec d'autres parlementaires. Que comptez-vous apprendre
sur place, très clairement. Je vais vous dire une chose, j'hésite moi à faire ce transport tellement je suis écœuré par l'incapacité qu'ont eu les Belges au cours des derniers mois, au cours des dernières années, à régler ce problème. Car effectivement, ça se passe dans 3 ou 4 rues à Molenbeek et nos amis belges quand même ont vu se développer ce véritable nœud de vipère terroriste dont ils connaissaient la dangerosité. Il faut savoir que les 130 morts que nous avons eu à Paris, nous les devons aux Belges, nous les devons à l'équipe de Molenbeek et à l'incapacité ou à la naïveté des Belges de ne pas avoir réglé ce problème. Moi, j'attends quand même que le gouvernement français demande des comptes. Moi, je veux bien que M. Hollande se promène avec le Premier ministre belge et qu'il donne une conférence de presse et qu'il soit applaudi par monsieur Obama. Mais enfin, quand même, est-ce qu'on va poser la question aux Belges? Pourquoi vous avez laissé faire tout cela? C'est nous qui avons payé. Les Belges en prennent pour leur grade, on vous entend et on le comprend en vous entendant, mais nettoyer ces repères djihadistes, est-ce que la France peut aussi aider la Belgique à le faire? Eh bien, très je clairement crois que sur le nous avons terrain. commencé. Moi, j'avais même proposé, je l'avais fait à votre antenne, d'ailleurs, j'ai proposé à ce que nous installions une antenne de la DGSI à Molenbeek, au moins pour que nos agents de renseignement puissent regarder ce qui s'y passe, puisque semble-t-il, les Belges n'en étaient pas capables. Oui, bien sûr qu'il faut que nous les aidions. Il faudrait même que nous les aidions en termes de, comment dirais-je, d'opérations d'interpellation, de filature, de surveillance, tout. Mais il y a peut-être un vrai problème politique, c'est que les Belges, c'est le siège de l'Union européenne. Et comme disent les Belges, nous ne voulons pas stigmatiser telle ou telle population. Aussi, nous laissons se développer chez nous des nœuds de vipères qui soient djihadistes un jour ou autres. Et c'est très grave. Ça se passe quand même à 200 km de Paris. Bien sûr, mais on rappelle la coopération policière franco-belge, mais le fait que ces 100 perquisitions, ces 58 arrestations durant ces 126 jours de traque ont été menées d'abord par la police belge, qui est arrivée à remonter. Ben oui, mais vous venez de le dire, il aura fallu 100 perquisitions et des dizaines d'opérations pour pas venir à arrêter l'autre qui était à quelques rues du commissariat. Qu'attendez-vous, pour terminer, Alain Marceau, du Conseil de défense qui va se tenir ce matin à l'Élysée et de la position de la France sur l'enquête les prochaines semaines? C'est pas le Conseil de défense qui va régler le problème de la menace. Nous sommes engagés aujourd'hui, nous sommes en guerre en Irak, en Syrie, un peu ailleurs. Donc le problème se pose effectivement de notre engagement militaire. Est-ce qu'on le poursuit en Afrique, au Moyen-Orient? Mais c'est pas l'affaire belge qui doit nécessiter la tenue d'un Conseil de défense. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste formel. C'est formel, ça permet de parler des problèmes de fond, du moins je l'espère, et surtout j'espère de les régler, parce que le danger, il est plutôt devant nous que derrière nous. En attendant, vous poursuivez le travail de la commission d'enquête parlementaire qui est active depuis 2 mois, et on vous a vu cette semaine aller au Bataclan avec vos confrères pour comprendre, mieux définir en tout cas les scénarios de l'attaque, parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre évidemment sur le sujet. Bien sûr, bien sûr. Merci Alain Marceau, député Les Républicains des Français de l'étranger, ancien procureur antiterroriste, pour votre analyse, pour votre expertise. Petite pause, le rappel de l'actualité et l'invité d'Anne Sinclair, Isabelle Huppert. Europe 1. Des magasins qui vendent des fenêtres qui vous laissent sur le carreau, il y en a